Bonjour, je suis Ragnar Weissmann, je suis docteur en microbiologie et toxicologie. Je travaille depuis 16 ans en santé environnementale, notamment pour traduire les données scientifiques en actions concrètes sur le terrain, au sein et pour des structures publiques, privées et associatives. Vous avez entendu parler des différentes voies d'exposition aux polluants. Moi, je vais vous présenter la voie d'exposition cutanée, notamment en lien avec les premiers 1000 jours. Il faut savoir, la peau, c'est comme le premier site d'interaction de l'organisme avec l'environnement. Et il faut donc le prendre en considération. C'est une barrière, certes, mais cette barrière peut être franchie par certains polluants qui vont pouvoir passer la barrière cutanée. Il y a différents facteurs qui interagissent avec la peau, si on regarde un petit peu la vue globale. Et c'est des facteurs qui, d'une certaine façon, vont déterminer la santé de la peau et sa fonction barrière. Il faut savoir, la peau, il y a comme une fonction barrière physique, chimique, biologique, thermique, immunologique et microbiologique. Du coup, c'est extrêmement important. Si on regarde le facteur biologique, il joue effectivement. En haut, on va voir le facteur biologique, notamment l'âge. Nous, on va parler de la femme enceinte, de la petite enfance. C'est un âge, effectivement, la peau sera différente et le facteur génétique y joue. Si on va en bas à gauche à peu près, les différents facteurs du style de vie, votre comportement, la nutrition, entre autres l'exercice physique va jouer. Et vous avez également les facteurs environnementaux, comme notamment la chaleur, le rayonnement soleil et les polluants, et notamment les polluants physiques, biologiques et chimiques. Le voie d'exposition, vous connaissez, juste pour synthétiser, vous avez certainement parlé de tout ce qui est inhalation, ingestion et peut-être aussi la voie parenterale. Et la voie cutanée qui est importante. Effectivement, ça peut être une exposition cutanée muqueuse. La muqueuse, ça va encore être plus susceptible à ces polluants-là. Et les polluants peuvent être absorbés dans différentes formes. Soit ils sont dans une forme particulière. Le polluant, ça veut dire les poussières, le sol, qui peuvent coller sur la peau. Ils peuvent être en forme gazeuse et ils peuvent être en forme liquide. Et tout ça peut passer à travers la peau. Et ça, c'est vraiment important de prendre en considération, même si les données sont aujourd'hui encore assez faibles par rapport à la voie cutanée. On a beaucoup plus de données sur les autres voies de contamination, mais il faut comprendre que l'organisme va répondre très différemment à une exposition par la peau qu'à une exposition de voie orale, parce que par ingestion, notamment, il y a passage par la voie hépatique qui va moduler complètement la réponse du corps. La peau, c'est un organe complexe, c'est un organe à part entière, c'est le plus grand organe de l'organisme qui présente à peu près 20% du poids du corps. Ce que c'est important, c'est un organe complexe de façon histologique et microbiologique. Vous voyez effectivement en haut, il y a le stratum, ce qu'on parle aujourd'hui de stratum microbiome. On dit aujourd'hui il y a un film microbien sur la peau qui est très important en termes de protection de la peau. Et qu'il faut que cette couche s'installe proprement aussi chez le nouveau-né, chez le bébé. Mais nous, on va plutôt focaliser sur les trois couches, les trois parties principaux, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et on voit bien, il y a trois différentes voies par lesquelles des polluants peuvent traverser et pénétrer la barrière cutanée, soit par voie transcellulaire, soit par voie paracellulaire, ça veut dire entre les cellules. Ça va dépendre effectivement des propriétés chimiques de chaque molécule et le poids moléculaire notamment. Et là, ça va être un passage plutôt lent qui va durer un certain moment. Et vous avez un endroit, il y a un passage qui va être beaucoup plus rapide, ça va être des produits souvent un petit peu plus à taille plus importante qui vont passer par les voies annexiales, folliculaires, glandes sudoripares. Et là, vous voyez effectivement avec des comportements vont jouer parce qu'aujourd'hui, on a une mode très importante de l'épilation et quand on va épiler, effectivement, on va enlever ce poil et à ce moment-là, on va créer un passage, en fait, on va faciliter le passage des pollutions chimiques par ces voies-là à travers ces voies annexiales. Il faut savoir les voies annexiales et globalement
l'épiderme est vascularisé, d'autant plus chez les enfants et chez les bébés. Et du coup, il peut y avoir rapidement un passage dans la circulation sanguine. À cela se rajoute la complexité de la peau qui fait qu'il y a énormément de récepteurs hormonaux sur la peau, des récepteurs hormonodestrogéniques, des récepteurs androgéniques, des récepteurs PPAR. Du coup, tous ces sites-là où des perturbateurs endocriniens peuvent interagir. Et vous avez également le système nerveux cutané qui est un système nerveux périphérique. Du coup, tout ça montre qu'il y a énormément de possibilités d'interaction et qui vont dépendre le type de produit chimique auquel nous sommes exposés. La peau d'un adulte également, effectivement, elle est complètement différente par rapport à une peau des bébés. Très schématiquement, on va voir déjà avec l'image, ce n'est pas la même épaisseur. Hein. L'épaisseur d'une bébé est plus fine, c'est 3 à 5 fois plus fine chez les bébés. Et si vous regardez la couche extérieure, ce sont des cornéocytes et sont beaucoup plus petites ces cellules-là. Du coup, ça va effectivement dire qu'un produit chimique va pouvoir traverser beaucoup plus facilement la peau d'un bébé que la peau d'un adulte. Et quand on est en présence d'une prématurée, une grande prématurée, ça va être avantage le cas. La surface de la peau est effectivement 3 à 5 fois plus large chez le bébé par rapport au poids corporel. Et là aussi, ça joue. Hein. Pour la femme enceinte, je ne le sais pas, mais on peut imaginer effectivement comme elle a un gros ventre, elle va avoir une surface de la peau plus importante également. Et la surface de la peau va jouer en termes d'absorption. La pénétration cutanée intentionnée, je voulais montrer cela puisque quand on se pose la question est-ce qu'un polluant chimique peut traverser la peau, effectivement, c'est une méthode qui est déjà utilisée en fait en dermatologie de façon intentionnée. Vous connaissez tous les dispositifs transdermiques, notamment des patchs pour des antidouleurs, même des contraceptifs féminins et toutes ces choses qu'on met sur la peau justement parce que ça diffuse, ça peut traverser la peau. Alors attention, on va toujours faire attention de ne pas s'exposer, pas mettre ça sur une peau lésée ou s'exposer de façon prolongée au soleil parce que ça va diffuser avantage des produits qui sont dans le patch. Et un autre dispositif qui commence à être plus ou moins développé, ce sont des micro-needles où on va effectivement intentionnellement blesser la peau pour que certains médicaments puissent passer en fait à travers cette barrière cutanée. En termes de polluants chimiques, le passage cutané a été le plus étudié certainement pour certains produits, notamment pour le pesticide, on a le plus de données, mais notamment dans le milieu professionnel. Et là, la voie cutanée, effectivement, c'est un des voies d'exposition extrêmement important, mais si pas principal au milieu professionnel, chez les agriculteurs et chez les patients qui appliquent, qui traitent ou qui sont dans le champ après traitement. Il y a également la partie pesticides domestiques qui, malheureusement, cette exposition environnementale chronique dans le milieu domestique est beaucoup moins étudiée, beaucoup moins documentée, et notamment par rapport au passage cutané. Mais on sait que 75% des ménages utilisent des insecticides domestiques ménagers. Ça peut être des antimoustiques, des produits vétérinaires, des traitements des plantes. Vous voyez le bébé qui est très près du chien qui a été traité. Et du coup, là, une exposition certes à la maison et surtout une dégradation très lente et une exposition prolongée à ces produits chimiques dans le milieu domestique. Et là, on parle notamment des pyrethroïdes, entre autres, qui sont très utilisés, qui sont quand même très lipophiles, qui peuvent hypothétiquement passer justement, ils ont la facilité de traverser la peau. Le deuxième groupe de substances pour lequel on a énormément de documentation scientifique par rapport au passage cutané, ce sont des solvants. Effectivement, les solvants, on distingue rarement, quand on parle des solvants, quelle partie passe par inhalation et quelle partie passe au niveau cutané. Mais on sait que le passage cutané est important et le passage cutané, notamment toute la barrière biologique, le passage de la barrière phytoplacentaire, le passage de la barrière hémato-encéphalatique, et ça va plutôt se concentrer dans les lipides et des tissus très vascularisés comme le système nerveux central, le cœur, le foie, le rein. Il y a une étude qui a été faite en France il y a déjà quelques années qui a montré quand même que 91 à 100% des femmes enceintes sont exposées aux états de glycol, qui est un type de solvant, hein, et notamment à travers des produits d'entretien et des cosmétiques. C'est-à-dire, là, on est encore dans le milieu professionnel, où on a pu montrer que ce sont des infirmières, des aides-soignants, des coiffeuses, des esthéticiens et certains d'autres métiers qui sont les plus exposés, avec un risque notamment des risques de malformations congénitales suite à une exposition
au début de la grossesse, ou alors une diminution des capacités neurocognitives des enfants à l'âge de 6 ans. Du coup, là, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention, notamment aujourd'hui des personnes qui, dans certaines professions. Les huiles essentielles, je voulais vous parler rapidement puisque c'est quelque chose qui a la tendance, ces produits-là, notamment parce qu'on considère qu'ils sont sans risque puisqu'ils sont soi-disant naturels, mais il faut faire très attention. Et peuvent tout à fait avoir un rôle bénéfique, mais on le proscrit globalement pour les femmes enceintes et des enfants en bas âge. Déjà, on sait qu'ils peuvent être irritants, photosensibilisants, mais au-delà de cela, il peut y avoir sur certaines huiles un passage systémique, un passage placentaire et une atteinte du fœtus, notamment avec un risque d'avortement, de perturbations endocriniennes, une toxicité maternelle, une tératogénicité et une toxicité embryo-fœtale. Et certaines huiles essentielles sont très étudiées, mais pour la majorité, on n'a même pas toutes les données on devrait les avoir, hein, mais on ne les a pas. Par exemple, il y a un problème avec l'huile essentielle de wintergreen, une fermeture prématurée du canal artériel du fœtus. On a aussi des problématiques des gynécomasties des garçons prépubérés et également des cas des télarques qui néanmoins sont réversibles dès qu'on arrête d'utiliser ces huiles essentielles. Du coup, attention avec ces produits-là. Et il y a un passage cutané qui peut être important. En termes de cosmétiques, on parle beaucoup des phtalates et pour mesurer l'absorption des phtalates ou d'autres produits ailleurs, on regarde souvent le taux urinaire suite à une application. Et là, c'est très intéressant. Il y a deux études. Le premier qui a bien montré qu'il y a une différence entre produits non rincés et rincés. Évidemment, plus un produit va rester longtemps sur la peau, plus il y a un risque d'absorption, voilà, plus il y a une exposition prolongée. Et ce qu'ils ont montré dans cette étude, qu'effectivement, on a un taux assez élevé taux urinaire assez élevé suite à l'application de produits qui sont non rincés, comme des crèmes qui restent sur la peau. Et pourtant, on n'a pas la même problématique avec les produits rincés, notamment des shampoings qui sont rincés, qui ne restent pas sur la peau. On a également une étude récente australienne qui a essayé de distinguer, de définir la proportion, l'importance d'avoir l'ingestion par inhalation et par voie transcutanée des phtalates dans les urines. Et effectivement, ils ont montré la voie transcutanée contribue fortement à cette charge de phtalates suite à l'exposition des huiles et des produits solaires notamment. L'absorption cutanée a été prouvée par différentes sources aussi, notamment le bisphénol A, vous connaissez tous, où on a quand même une problématique dans les tickets caisse. Ça a été remplacé aujourd'hui par d'autres bisphénols, hein, mais en tout cas, pour le bisphénol A, on a des très bonnes études qui ont été faites qui montrent que le taux urinaire des personnes en contact permanent avec ce papier thermique, notamment les caissières et les caissiers, et ils avaient des taux urinaires 2,5 fois plus élevés que d'autres personnes. Du coup, ça passe. Le parabène, pareil, qui est très connu dans le cosmétique, on a une cohorte allemande hein, qui a montré qu'il y a vraiment un lien, une corrélation entre l'absorption transcutanée de ces butylparabènes chez la femme enceinte et le surpoids et l'obésité chez les enfants et notamment chez les petites filles. Une cohorte suédoise, je veux juste finir sur celle-ci, une cohorte suédoise seulement qui était faite, qui montre effectivement que la voie principale d'exposition des femmes enceintes dans cette étude-là, hein, à certaines phtalates, était le milieu domestique. C'était vraiment l'air intérieur des logements, ça veut dire l'air en forme gazeuse, mais l'air en termes de poussière aussi dans le logement qui se dépose sur la peau. Du coup, ce sont des sources non négligeables. Des textiles, c'est une autre source d'exposition, et surtout des textiles en contact prolongé avec la peau. Sans rentrer dans le détail, on a également très peu de données en fait sur l'exposition environnementale et chronique qui concerne la migration des polluants à travers des textiles, mais on a beaucoup de données plutôt sur l'exposition professionnelle des personnes qui travaillent dans des usines qui sont exposées à ces substances-là avec des effets toxiques aigus, des allergies aux colorants. Par contre, il y a comme certaines études et d'autres qui s'accumulent, notamment sur le retardant de flamme bromé et le benzothiazole, où on a vraiment pu démontrer un passage percutané qui peut être important. Autres sources d'exposition cutanée sont le tatouage et le maquillage permanent. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une réglementation qui a été appliquée au début de cette année pour éliminer 4000 substances en Europe pour justement gérer ce risque de tatouage. Il faut savoir le tatouage, pour qu'il soit permanent, il faut percer la première couche de l'épiderme. Il faut effectivement le mettre dans les couches
injecter dans les couches plus profondes pour que ça reste. Du coup, là, il y a vraiment un risque d'exposition et surtout, les personnes tatouées sont davantage des personnes dans le groupe d'âge de 18 à 35 ans, ça veut dire en âge de procréer. Et là, il y a vraiment quelque chose à réfléchir et ça s'applique pour des personnes qui se font faire les tatouages, mais également pour eux qui se le font enlever, parce que là aussi, il y a un risque d'être exposé. Et également les nanoparticules, on ne va pas parler aujourd'hui, mais les nanoparticules nous posent des soucis, notamment dans les produits de protection solaire, dioxyde de titane en forme nanométrique notamment, mais également le cosmétique, qui sont de plus en plus formulés à base de liposomes, qui eux ont la capacité justement de traverser la couche cutanée. Alors, merci pour votre attention. Je veux justement vous laisser avec un message, un take-home message, si vous voulez. C'est que la voie cutanée, à mon avis, pourrait être très important pour certains polluants. Et l'exposition, à mon avis, de la population est probablement sous-estimée. Merci beaucoup.